Bonsoir tout le monde. On est ce soir avec Marc et Yann de Broker Defense pour parler sécurité, sécurité crypto, mais aussi hygiène numérique, hein. Vous allez le voir. On va parler de choses qui ne sont pas spécifiques aux cryptos et qui peuvent pourtant vous faire perdre des fonds si vous n'y faites pas attention. Merci à tous les deux, Marc et Yann, d'être présents. Merci. Merci, bonsoir à tous. Donc vous êtes passé récemment, c'était au mois de mai il me semble, dans l'épisode d'Envoyé spécial qui a été consacré aux cryptos, bon surtout à la partie enlèvement, tentative d'enlèvement, mais il y avait aussi toute une partie arnaque et escroquerie. Et donc vous êtes spécialisé dans les cyber escroqueries en général, hein, donc pas que les cryptos, vous allez pouvoir nous en parler. Peut-être vous pouvez voilà, rapidement, en quelques mots, vous présenter un petit peu et votre parcours. Oui. Marc Bouzy, moi je suis un des cofondateurs de la société créée en 2014. À la base, j'ai un profil économique et j'ai dévié après, hein. J'ai eu un début de carrière dans l'aviation. J'étais à l'école nationale d'aviation civile et je suis tombé dans la lutte contre les escroqueries en 2014. Et c'est une activité que j'exerce depuis ce temps-là. Et Yann, qui est un ami de très longue date, m'a rejoint depuis maintenant, ça fait quoi, 5 ans, 6 ans peut-être? Ouais, ça va faire 5 ans, je pense, ouais, Ça va effectivement, faire 5 ans déjà. que j'ai rejoint l'aventure, effectivement. Et du coup, moi, j'ai une formation, double formation informatique et fiscalité, gestion de patrimoine. Donc voilà, j'ai travaillé dans la banque, éditeur de logiciels en patrimonial. Et voilà, effectivement, il y a à peu près 5 ans, j'ai rejoint Marc dans la société. Et voilà. Donc effectivement, Broker Défense, c'est alors de l'accompagnement de victimes d'escroqueries financières, arnaque aux faux investissements principalement. Et effectivement, alors pas que crypto, hein, parce qu'il n'y a pas que la crypto qui est vecteur d'arnaque. Donc effectivement, de toute façon, quand la société a été créée il y a 10 ans, c'était du virement bancaire, de la carte bancaire. Et effectivement, il y a à peu près 4 5 ans, la crypto a commencé à apparaître de plus en plus. On s'y est intéressé parce que Marc comme moi, on aime bien un peu tout ce qui est tech, la finance, etc. Donc c'est vrai on s'est vite intéressé à ça et on a pris un peu le virage pour la crypto et s'intéresser à l'investigation on-chain qui était de plus en plus présente. Donc voilà, du coup, la crypto, on en a beaucoup, mais ça reste un moyen de transaction dans nos dossiers, puisque ça reste des faux investissements classiques où les gens où les escrocs vont faire miroiter des super rendements en trading dans des livrets, de l'or, du diamant. Et voilà, avant, ils utilisaient le virement bancaire. Ils l'utilisent encore aussi, hein, actuellement, ça n'a pas totalement disparu. Et maintenant aussi de plus en plus la crypto, où ils vont faire ouvrir des wallets aux victimes et faire transiter les fonds sur de la crypto. Donc, Ok, euh, ça marche. Et donc là aujourd'hui dans votre activité, la crypto, ça représente quoi? La majorité ou c'est C'est la majorité. C'est la majorité. Disons que ok, ça représente globalement 70% des cas qu'on va être amené à traiter. ok, ah oui effectivement, ouais. Et donc, Alors après, il y a aussi un effet que à partir du moment où on commence à faire de plus en plus d'analyses et d'investigations on-chain, forcément, ça va attirer plus de victimes de ce type d'arnaque et de cette typologie qui vont avoir tendance à plus nous solliciter aussi. Donc, on peut avoir ce petit biais. C'est pas parce que nous, on a 70% de notre activité qui est liée à la crypto que dans le monde général de l'arnaque, on a 70% des arnaques qui passent par la crypto. Ouais, Voilà. non, bien sûr, On n'est effectivement, pas bien sûr. forcément représentatif oui, oui, c'est pas une j'allais dire du statistique marché. globale, hein. C'est pas vraiment un marché, mais bon, c'est de l'activité de l'escroquerie qui Ouais, oui, existe. non, non, bien Ouais. sûr. Non, Ouais. bien sûr, non, non, bien sûr, bien sûr. Mais bon, ouais, c'est intéressant de voir la part que ça peut prendre. Alors, avant de s'intéresser aux différents types d'arnaques et escroqueries que vous avez vu passer autour de la crypto, déjà, est-ce que ces arnaques et escroqueries,
elles sont fondamentalement différentes de d'autres arnaques et escroqueries qu'on peut voir sur de la carte bancaire, du faux conseiller. Voilà, Yann, tu parlais de l'or, des diamants, etc. Donc des choses Oui, oui, finalement plus, des choses beaucoup plus conventionnelles qu'on connaît, qu'on connaît tous. Donc, est-ce que finalement, est-ce qu'il y a vraiment des arnaques, escroqueries si spécifiques que ça aux cryptos, ou est-ce que c'est juste un vecteur de plus, un outil de plus pour les escrocs, pour finalement répéter des schémas qui existent déjà depuis bien longtemps? depuis des siècles, oui. Ouais. Non, non, Bah bah, c'est écoute, exactement ça. C'est que la crypto, c'est juste c'est ce que je disais avant, c'est un moyen de transaction. C'est le moyen de transaction à la mode actuellement, comme il y a eu le virement, la carte bancaire ces dernières décennies. Et puis voilà, bah, si tu regardes au fil des ans, les premières arnaques, elles remontent, je dis des siècles, c'est même des millénaires, hein. Il y en a toujours eu. C'est juste que bah, les escrocs, ils s'adaptent aux évolutions technologiques. Et là, actuellement, bah, c'est la blockchain. Ce qui accessoirement est pas mal aussi, hein, puisque contrairement à ce qu'ils pensent, enfin, c'est pas, voilà, c'est traçable, c'est l'avantage de la blockchain. Donc en plus, il y a cette aberration, c'est ce qu'on dit toujours, c'est que finalement, il y a un manque d'éducation, il y a un manque d'éducation aussi chez les escrocs, parce que finalement, ils utilisent la blockchain, on va dire, à mauvais escient, et c'est bien pour nous, finalement. Donc oui, c'est ce que tu dis, enfin, c'est un moyen de transaction, c'est celui qui est utilisé actuellement, et dans quelques années, ça passera peut-être à autre chose. Et effectivement, nous, la plupart des dossiers qu'on voit, alors oui, de temps en temps, on a du phishing du phishing de wallet via smart contract, mais c'est vrai que nous, ce qu'on voit beaucoup, c'est ce que je disais, c'est tout bêtement, ça va être un faux site, une fausse plateforme qui va faire ouais, du trading, de l'or. De l'immobilier. Les gens vont voir cette plateforme qui va être totalement factice, mais qui va faire bouger. Ils vont voir des plus-values, souvent très importantes. Et puis voilà, bah, c'est à partir du moment où ils vont vouloir retirer les fonds, où là, bah, ça va partir en sucette parce que les escrocs vont toujours avoir des excuses pour pas envoyer les fonds et redemander plus d'argent. Mais voilà, mais en tout cas, oui, la crypto n'est que un Et, moyen. et d'ailleurs, c'est à ce moment-là justement que le prétexte d'avoir une solution de trading qui est liée à de la crypto, alors trading soit spéculatif, soit sur l'or, sur n'importe quel support immobilier et autres, est importante dans le cadre de l'escroquerie parce que ça permet de justifier des pertes. À partir du moment où la personne fait une demande de retrait, le schéma classique, c'est OK, il y a la demande de retrait. Ah bah zut, pendant la nuit, il y a eu un incident de marché, le compte est tombé à zéro. Bah, désolé, monsieur, vous pouvez rien retirer. Voilà, en fait, c'est un moyen de légitimiser la perte et de rendre logique et cohérent l'absence de retour d'argent. Alors évidemment, ça tient ce que ça tient, parce que bon, quand le compte qui marchait très bien pendant 2 ans a sauté pendant une nuit, juste au moment de la demande de retrait, c'est quand même un petit peu gros. Mais l'idée, c'est de renverser la responsabilité, de faire croire à la victime que c'est de sa faute. Et en fait, ça exonère toute l'organisation de l'escroquerie bah, de toute accusation, en fait. Et ce que disait Yann est tout à fait vrai en disant que ça dure depuis des siècles, voire des millénaires. C'est aussi vieux que l'invention de l'argent. L'escroquerie, à la base, c'est une asymétrie d'information, c'est-à-dire une personne, un escroc qui a une information, il vend quelque chose à quelqu'un d'autre qui va l'acquérir, mais sauf que ce quelque chose n'existe pas. On est purement dans du fictif. Et ça, c'est le ressort fondamental de toutes les escroqueries, mais depuis toujours. Et donc, crypto ou pas crypto. Et d'ailleurs, on va le retrouver aussi dans le rug pull. Quand il y a quelqu'un qui monte un projet et il va faire rug juste après, bah, il n'y a que lui qui le sait. C'est une asymétrie totale d'information. Il sait qu'il va planter tout le monde. Il l'a prévu, il l'a planifié, il va le faire. Yes, C'est ouais, effectivement, effectivement, tout à fait. Et donc du coup, bah, on a commencé à parler des différents types d'arnaques et escroqueries, donc avec notamment les fameuses fausses plateformes ou les faux sites qui sont finalement très courants. Et dans la plupart des cas, on vous fait croire via une interface que vos fonds ont été changés en crypto sur une blockchain, etc. Alors qu'en fait, pas du tout. Les fonds sont restés en euros et donc bah, une fois que vous êtes lésé, vous pensez pouvoir tracer les fonds. Et en fait, non, pas du tout, parce qu'à aucun moment il y a eu un change en crypto. Tout est resté en euros. On vous a juste créé une illusion que ça avait été le cas pour éviter que vous vous méfiez.
Et en fait, tout est resté en euros. Donc, enfin voilà, ça, on est d'accord, c'est quelque chose en fait d'assez répandu. Ça, c'est totalement classique et c'est un cas de figure qui existe d'autant plus en période de bull market. C'est-à-dire qu'en période de bull market, bah, il y a du FOMO. Il faut absolument investir dans la crypto, il faut y aller. C'est le moment d'y aller. Alors que ce soit sur du mainstream ou du un petit peu plus exotique. Donc là, par exemple, j'ai un cas, et là, du coup, ça va te plaire. C'est un investissement dans le métaverse. Alors, métaverse qui remonte à 2 3 ans, donc c'était à la bonne époque. Un bon timing, métaverse, c'est génial, ça va y aller. Il n'y a jamais eu la moindre crypto. Et donc ça, c'est une affaire où ça a été jugé il y a environ un mois et demi, cour d'appel de Paris. La victime récupère 70% de son investissement avec condamnation de la banque. Parce qu'on est sur un schéma bancaire totalement classique. Et donc, il n'y a jamais eu de crypto, il n'y a jamais eu de métaverse, il n'y a rien du tout. D'ailleurs, il est très probable que les escrocs qui ont vendu le métaverse avaient aucune idée de ce qu'était réellement le métaverse. C'est ça qui est encore plus fort. C'est-à-dire que maintenant, on est dans un monde où il y a de l'intelligence artificielle partout. C'est extrêmement facile de sortir des documents, des éléments hyper convaincants. Et donc, quand même tout le monde, enfin, ceux qui regardent la vidéo, là, voilà, connaissent la crypto, on va dire, le Web3, voilà, on est sur des personnes averties. Mais vous pouvez vous faire avoir. Vous regardez les documents, vous voyez les trucs, c'est nickel. Vous comparez ça avec un vrai, voilà. Par contre, il y a quand même deux, trois éléments où on ne peut plus tricher. Les éléments où on ne peut pas tricher, c'est quand il n'y a pas de régulation. Quand il n'y a pas de régulation, quand il n'y a pas de licence, bah là, du coup, c'est un peu la limite du système. Donc, du coup, l'escroc, il va essayer de camoufler ça. Il sait que c'est son point faible. Donc, soit il fait tout bêtement une usurpation d'identité, il s'embête pas, il donne un numéro, mais c'est pas le sien. Voilà. Donc là, comme ça, c'est clair. Là, bah, on va vérifier le numéro. Bah, ok, il est nickel, ça marche bien. Bah oui, mais c'est pas, c'est pas du tout la même personne. Ou alors, il va en inventer un carrément, en se disant, bon, bah voilà, je donne mon numéro, c'est un truc qui n'existe pas, mais en partant du principe que jamais la personne va vérifier. Donc du coup, c'est pour ça, faire un petit clic pour aller vérifier, c'est pas mal. Et alors aussi, autre subtilité, il va inventer carrément un régulateur. Alors ça, c'est le faux régulateur derrière. Il va y avoir un site plus ou moins bien fait, avec une fiche, avec un certificat, un tampon, un truc, ça flash, ça pète, il y en a dans tous les sens, il y a de la couleur, c'est joli, mais en fait, c'est bidon. Le régulateur, c'est l'escroc qui l'a inventé, je ne veux pas dire une heure avant, mais c'est un peu ça, tu vois. Et donc, mais là, tu vois, on va rentrer dans un schéma qui va être de la manipulation, qui va être... faut penser, quand on était gamin, on regardait les émissions de magie à la télé. Tu vois, le gars, Ouais, il sort... oui, oui, on dit souvent qu'en fait le truc pour comprendre les tours du magicien, c'est qu'en fait il faut arrêter de regarder son assistante et il faut se concentrer sur ce que lui il fait, C'est ça. parce qu'en fait l'assistante est là pour vous distraire et éviter que vous regardiez là où vous devez pas regarder sinon vous allez Exactement. comprendre. Exactement. Donc là, tu vois, les personnes sur le site qui est super bien fait, ils te montrent les contrats, ils te montrent le métaverse, le machin, le NFT, le truc, c'est vachement bien. Le copy trading de fou avec la crypto, le token innovant avec la blockchain de malade, le smart contract de fou. Tu vois, ils t'amusent, ils amusent totalement avec ça. Toi, tu regardes les codes ils te font regarder le code, je sais pas quoi, les trucs. Et puis à côté, le truc énorme qui est qu'il n'y a pas de régulation, que c'est un truc complètement bidon, il n'y a pas de société, il n'y a pas de numéro, bah ça, tu vois, ça passe crème parce que c'est caché, c'est camouflé. Donc ça, c'est des techniques totalement classiques, mais il faut avoir l'idée et le recul de se dire, attends, là, c'est bien gentil, mais tu me parles de cet investissement depuis une demi-heure, une heure, là, au téléphone, mais déjà, d'où je te connais? Comment tu es rentré dans ma vie et tu es au téléphone ou tu es par mail avec moi et comment j'échange avec toi. Il faut se refaire le film à l'envers. Il faut essayer de se retrouver, mais c'était quoi le premier élément? Et là, du coup, bah, le premier élément, bah, soit c'est du démarchage sauvage, agressif, mail ou téléphone, soit une publicité à 2 balles sur Facebook, un truc où objectivement on va jamais cliquer. Ou Ou alors, alors, le faux conseiller Le faux Binance, conseiller, ouais. voilà. le faux conseiller. Est-ce que et donc là finalement mais est-ce que je suis censé être contacté par cette personne-là directement? Exactement, l'ingénieur sécurité
qui explique, voilà, le compte est en anomalie grave. Il y a une tentative en live direct des escrocs qui sont en train de tenter une intrusion. Ils en sont à 9 words de l'acide phrase sur 12. Il en reste 3. Ça va durer environ 45 secondes. Il faut agir tout de suite. Donc, et ça, c'est l'arnaque du vendredi soir. Alors, pourquoi l'arnaque du vendredi soir? Parce que vendredi soir, on est claqué, c'est la fin de la semaine, on a plus ou moins fini les dossiers, on a envie de boire une bière, de rentrer à la maison, de se détendre, on est vulnérable. Et donc là, c'est le petit créneau de temps. En gros, ça dure 1 à 2 heures le vendredi soir à la débauche avant de prendre le repas, où là, on est perméable à ce genre de choses. Et on ne fait pas gaffe parce qu'on est en mode détente. Ça rentre et une fois qu'on est pris dans l'engrenage, on se remet en mode stress mais stress fatigué. Et c'est là où, quand on est quelqu'un qui connaît le Web3, qu'on est un pro du Web3, l'arnaque du vendredi soir, bah, ça fait des ravages. C'est là où on va se mettre à cliquer sur un truc et on se dit, mais sur quoi j'ai cliqué? On regarde et hop, le smart contract vérolé qui a vidé le wallet. Tu vois? Donc c'est 5 secondes d'inattention et Eh ouais. poum, tout qui part, quoi. Donc, moralité, méfiez-vous des coups de fil du vendredi soir. C'est ça. Moi, j'ai notamment un ami qui est à fond dans la crypto, le Web3, et notamment dans la partie sécurité, et qui me dit toujours, de toute façon, alors déjà, il n'y a pas de risque zéro, même pour les plus avertis, même pour les plus maîtrisants. Et même pour ceux qui font le plus attention, ouais, il n'y a pas de risque zéro. Tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de réduire au maximum ce risque. Et donc lui, ce qu'il dit, mais que d'autres aussi dans l'écosystème disent, hein, souvent des personnes qui sont hyper à cheval sur la sécurité ou dont c'est le boulot, c'est que en gros, il faut être parano. En fait, il n'y a pas le choix. Il faut se méfier du moindre coup de fil qu'on reçoit, du moindre SMS, du moindre mail. On va sur un site. Ça, on pourrait aussi en parler. C'est le faux site Ledger qui vous propose d'acheter une clé Ledger qui en fait n'en est pas une. Et puis bah, quand vous allez l'utiliser, bah, ça va pas le faire. Et en fait, au départ, bah oui, vous vérifiez pas le site, vous vérifiez pas l'URL. Parce que ça, sur le site officiel de Ledger ou dans leur communication, ils le répètent régulièrement, quoi. Attention, utilisez bien ce site-là, toujours vérifier l'URL, et ça vaut aussi pour des Binance, parce il y a aussi cette arnaque-là, c'est-à-dire que c'est un peu l'usurpation d'identité dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire on vous fait un faux site Binance. Et en fait, voilà, vous avez l'impression d'être sur Binance, vous faites pas gaffe, et en fait, vous n'y êtes pas. Et donc, du coup, bah, patatras après derrière. Est-ce qu'il y a d'autres types d'arnaques ou d'escroqueries dont on n'a pas encore parlé et que vous voyez régulièrement passer? Bah, là, tu viens d'aborder l'arnaque au faux conseiller, enfin le spoofing, qui fait des ravages dans le monde bancaire et qui commence à avoir son volet crypto avec Binance et Ledger. Donc ça commence à débarquer dans la crypto et je pense que ça va débarquer de plus en plus. On a parlé des hacks, on a parlé des faux sites. Nous, globalement, c'est à peu près ce qu'on voit. Alors, sachant que sur les faux sites, il y a deux qualités de faux sites. Il y a le faux site fait à la va-vite pour les néophytes. En gros, c'est de l'arnaque pour le grand-père. C'est celui qui comprend pas, mais qui a envie de faire un petit peu geek et du coup qui se laisse guider, qui se fait avoir sur des choses où objectivement il ne devrait pas se faire avoir. Et il y a le site de qualité supérieure qui là va tromper des gens qui s'y connaissent dans le Web3 avec des choses un petit peu techniques, un peu sympas, avec ça va parler le même langage, voilà. Mais en fait, l'escroquerie à la base, c'est une activité économique. Donc en fait, les escrocs, quand ils vont cibler des profils vulnérables, ils vont avoir un investissement qui va être relativement faible en technique, mais beaucoup plus important en ingénierie sociale, en ciblage, pour essayer de tomber sur les bonnes personnes. Quand ils vont faire de l'escroquerie qui va viser des gens qui s'y connaissent un peu plus dans le Web3, ça nécessite beaucoup plus d'éléments techniques de qualité. Il faut un site qui est quand même mieux foutu, il faut des documents qui tiennent la route. Ils peuvent mettre en place aussi des photocans. Donc, et ça peut tomber aussi sur le néophyte. C'est-à-dire que dans le cadre du scénario, ils vont dire, bon, ben voilà, vous avez gagné les gains, vous recevez 300 000 dollars, c'est de l'USDC, ça arrive, machin, ou alors c'est vraiment de l'euro.
hop. Et en fait, quand on commence à creuser, bah, c'est juste, c'est pas de l'euro. En fait, c'est un token qui s'appelle euro et qui vaut rien. C'est l'USDC, c'est un truc qui s'appelle USDC, mais qui a été créé il y a 3 jours et la valorisation totale est de 12 dollars. Donc, et donc, une fois que ça, c'est sur le compte, la personne est hyper rassurée parce que la valorisation de 12 dollars, ils l'ont calculé pour faire une transaction simulée, pour que le simulateur donne en extrapolant vraiment un équivalent de 300 000 euros visuel sur le compte. Et derrière, bah, la personne, forcément, elle essaie de retirer, mais ça marche pas parce qu'il n'y a pas de liquidité, donc la transaction ne marche pas. Et ils vont le dire, oui, mais il faut que vous payiez les taxes, il faut débloquer le compte, il faut envoyer une caution, etc. Donc ils vont rentrer, donc là, pour les néophytes, ils vont les amener dans un discours délirant où, bah, eux, pour le coup, soit ils vont envoyer vraiment du Bitcoin en échange de ce token foireux, ou alors directement des euros sur un compte bancaire, paiement par Ouais, carte. puis après, il y a le fameux aussi. Alors, pour récupérer vos fonds, il faut que vous payiez 10% du montant que vous avez. Voilà. Oui, Alors, du coup, vous avez déjà perdu le montant initial et on vous redemande 10% de plus. c'est ça. Voilà, pour vous faire croire que vous allez pouvoir accéder à nouveau au fonds, et alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Ouais, du coup, ce que tu disais sur l'escroquerie qui est une activité économique, ouais, ça c'est intéressant. Faut pas oublier que les escrocs, en fait, ils font du business. Et donc, comme n'importe quel business, bah, quand j'investis, je veux un retour supérieur. Et ça, je l'ai expliqué il y a pas longtemps par rapport au mot de passe. Au fait que déjà, bah, il faut avoir des mots de passe différents pour chaque Mm. compte, mais il faut aussi un niveau de complexité différent. Il y a une plateforme gouvernementale là, qui s'appelle France Num, et dessus, il y a un tableau avec combien de temps il faut à un pirate pour craquer un mot de passe, en fonction du nombre de caractères et du type de Oui, caractères qu'on a. spéciaux, caractères spéciaux et tout. Ouais, c'est Ouais. ça. Et en fait, j'avais pris l'exemple d'un mot de passe de 6 caractères, donc typiquement une date de naissance, donc dans laquelle il va y avoir que des chiffres. Bah, le tableau vous dit c'est instantané. Par contre, si tu rajoutes des lettres minuscules, majuscules et des caractères spéciaux, bah Mm. là déjà d'un seul coup tu passes à 2 semaines. Et si à ça tu rajoutes 2 caractères de plus, là tu arrives à 164 ans. Et donc, en fait, j'expliquais bah, l'escroc l'escroc ou le hacker sur cette partie mot de passe. Bah, il va pas se faire chier à essayer de craquer des mots de passe qui vont demander 164 ans. Il va se concentrer sur les mots de passe qui sont extrêmement simples à trouver. Donc voilà, juste d'essayer de complexifier un petit peu un mot de passe, bah, ça fait que le ratio investissement et retour sur investissement pour un hacker ou un pirate, ou un escroc, bah, il est tout de suite beaucoup moins intéressant parce que bah oui, c'est des businessmen, donc c'est voilà comme n'importe qui, ils vont pas chercher à mettre plus que ce qu'ils vont récupérer. Oui. Euh, Et c'est pour ça que le spoofing et l'arnaque au faux conseiller est d'autant plus dangereuse, parce qu'en fait, quand tu dis qu'il faut 164 ans pour pirater un mot de passe, oui, mais il est aussi beaucoup plus simple de demander gentiment le mot de passe. c'est pas faux, effectivement. Et ça, c'est encore plus rapide que 164 ans. Ouais, Et les dégâts effectivement. sont encore plus importants. Mais là, du coup, voilà, typiquement, on était dans une des choses Ouais. que je voulais mettre en avant, c'est que là, on est sur de l'ingénierie sociale, tout ce qu'il y a de plus basique, et donc absolument pas sur quelque chose de spécifique aux cryptos, qu'on présente souvent comme le suppôt de Satan, voilà, l'antre de l'arnaque et de l'escroquerie, alors que, en fait, pas du tout, quoi. Il y a tellement de gens qui se font avoir avec des choses aussi basiques que ça, ou que un SMS frauduleux, un mail frauduleux, on se méfie Oui, pas, oui, bah, le on clique sur SMS un lien. du colis, le SMS du colis, Eh ouais, voilà, on en reçoit ce tellement de genre de celui-là. choses. Il y en a. Alors effectivement, ce sont des plus petits montants, les gens en parlent pas, mais c'est sûr que voilà, nous tout à l'heure, Marc disait 70% en crypto, mais bon, après, de toute façon, les stats, tu peux pas les avoir parce que quand une personne se manifeste, tu sais pas combien il y en a qui se manifestent pas, parce qu'il y a souvent voilà, les gens veulent pas en parler, ils préfèrent balayer ça sous le tapis.
Et j'en profite aussi pour rebondir une chose que tu as dit tout à l'heure c'est vrai que on n'a pas, enfin, moi je dis toujours, généralement il y a trois étapes dans l'arnaque, puisque tu parlais de, ils te réclament 10%, et c'est ça, c'est qu'il y a la première phase, entre guillemets, collecte de l'épargne, où là ils vont récupérer les fonds jusqu'à ce que les gens aient plus rien. Enfin voilà, les gens vont mettre petit à petit, ils vont les mettre en confiance, éventuellement en restituant quelques dizaines, quelques centaines d'euros pour faire croire que le dividende, le loyer, ils le touchent. Et bon, au bout d'un moment, bah, les gens, ils ont plus d'argent à mettre. Et là, ils vont demander à retirer. Et alors, bon, Marc disait, il y a éventuellement le coup de, ah ben, oups, il y a eu un crack cette nuit, il n'y a plus rien. Mais sinon, le classique aussi, c'est, ah, vous voulez retirer? Ben, en fait, faut payer un validateur blockchain 10%, faut payer une plus-value, faut avancer le paiement de la plus-value. Donc après, tu dis aux gens, mais voilà, vous avez si vous avez un compte titre à la banque, est-ce que la banque va vous demander d'avancer la plus-value, enfin d'avancer l'impôt? Non. Donc, mais les gens vont, voilà, vont en plus, bah, ils vont usurper l'identité. Ils aiment bien l'Angleterre, donc souvent le fisc anglais. Donc, ils vont faire un faux document et puis les gens vont payer 10, 15, 20% de plus-value. Donc ça, effectivement, tu as la deuxième étape où ils vont essayer de récupérer un maximum en faisant croire qu'ils vont restituer les fonds. Et alors après vient éventuellement la troisième étape où là, oh magie, ils vont avoir un coup de fil d'un avocat, d'une agence, ben, voilà, de quelqu'un qui va se présenter, de faire comme ce qu'on fait nous, d'accompagner les victimes. Donc là, ils vont être contactés par hasard par quelqu'un qui va dire ah bah j'ai découvert un wallet à votre nom. Donc en plus c'est un wallet à votre nom, le truc totalement impossible. Et de dire voilà mais je peux vous aider. Donc si vous me versez 20% de la somme, dans 24 heures je vous récupère tout. Donc voilà, ça c'est éventuellement la troisième étape pour vraiment rincer et prendre tout ce qu'ils peuvent prendre, quoi. Ah oui, d'accord, ok, ouais, j'avais pas forcément connaissance de ça. Ouais, donc du coup, c'est Ah ouais non, c'est vraiment étape par étape. ouais, ok, ouais, ouais, alors, en fait, c'est des multinationales, les mecs, ils ont tous les corps de métier C'est ça. pour pouvoir aller. Après, c'est Et, souvent les mêmes personnes, hein. Quand tu as les victimes au téléphone, elles te disent, ah, j'ai reconnu sa voix, hein. C'est juste qu'ils changent de nom et de numéro de téléphone. Mais effectivement, ils sont super bien organisés. Ouais. C'est ça, malheureusement. Ah Et ben, alors, multinational, c'est aussi le bon mot, hein, parce que c'est une nébuleuse de sous-traitance avec des relations entre des petites unités Dans qui sont différents liées pays aussi, dans des effectivement. Ouais. différents pays, qui sont liées par des questions d'intérêt juste pour un coup, et ça se monte, ça se défait, ça rend les enquêtes et les recherches d'autant plus compliquées. Et donc, c'est vrai qu'ils vont profiter de ça aussi. Pendant un certain temps, bah, ils vont mettre leur call center dans tel pays parce que ça va être intéressant financièrement. Le coût de la main-d'œuvre sera intéressant. Et puis, bah, le pays va se développer. Et puis, bah, ce sera plus intéressant. Et ils vont changer de pays. Ou alors, éventuellement, en fonction de la législation aussi. Parce qu'un pays va être plus cool. Et puis, à un moment, ils vont en avoir marre d'avoir des escrocs qui viennent chez eux. Et donc, ils vont commencer à taper dessus. Donc bah, là, ils vont partir, ils vont aller dans un autre pays. Donc ils s'adaptent, quoi. Enfin, ok, bah, du coup, ça nous permet de parler du niveau de sophistication de ces arnaques et de ces escroqueries que vous avez dû voir évoluer Oui. au fil des années. Donc, bah, aujourd'hui, ça en est où voilà, de ce niveau de sophistication et qu'est-ce que vous avez vu de plus sophistiqué, quoi? Vraiment le truc où on se dit, waouh, voilà, ils ont vraiment poussé les détails loin pour vraiment faire illusion. Et donc, du coup, euh, quels sont les points de vigilance, même dans ces cas très sophistiqués? Tu me parlais tout à l'heure, Marc, en off, de notamment de la forme qui a énormément progressé avec l'IA. Mais malgré tout, voilà, il reste des quelques petits éléments qui, eux, vont être toujours là et voilà, qui sont des signes d'alerte rouge, de méfiance qu'on peut détecter malgré une arnaque sophistiquée. Oui, heureusement, il reste quand même ça. Donc il y a quelques années, c'était relativement facile de détecter les arnaques. On reçoit un mail, c'est bourré de fautes, la syntaxe est approximative. Bon, là c'est bon, mais à la corbeille, c'est fini. Maintenant, les mails, il n'y a plus de fautes.
il y a plus de faute, il y a l'IA qui passe derrière, qui fait un texte propre, nickel, impeccable. Donc ça, déjà c'est fini. Mais en plus, également, sur les sites web sont bien construits, ils sont multilingues. Et quand je dis multilingue, c'est 5, 10, 20, 30, 50 langues. Et la qualité linguistique, elle est globalement plutôt pas mal. C'est-à-dire que les traductions littérales ont disparu. C'est-à-dire qu'avant, le grand classique des sites de trading, c'est le site de trading, c'était commerce. Et donc, du coup, les traders, c'est des commerçants. Et donc, quand tu avais le site, le meilleur site pour les commerçants, bah non, c'est pas pour le Ouais, ou boulanger. tout comme bah, tu avais le home qui, au lieu d'être accueil, était maison. Oui, voilà. Donc ça, c'était le classique aussi. Tu voyais que c'était une traduction littérale foireuse. Voilà. Et Donc ça, il y évidemment, en ça, a. maintenant, avec l'IA, bah, c'est fini. Donc, Voilà. on n'a plus ces gros warnings qui étaient faciles. Maintenant, faut être un peu plus, faut un peu Faut plus être poser. un peu plus vigilant. Par exemple, quand on va sur les mentions légales, maintenant, quand on cherche les documents légaux, on va se retrouver avec 5, 10, 15, 20 PDF de 40 pages chacun. Quand on les regarde, quand on les creuse, quand on essaie de faire une lecture juridique, bah, on voit que le machin, c'est pas mal en soi. Les clauses, elles sont plutôt bien, c'est bien foutu. Et puis, c'est pas un copier-coller d'un truc qu'ils ont téléchargé sur une vraie boîte, hein. C'est des choses qui sont plutôt bien faites. Mais il y a quand même des éléments, pour penser au magicien de tout à l'heure, il y a des éléments qui sont pas là et qui devraient être là. Bah, c'est les licences, les enregistrements de société, aller sur un registre de société pour aller vérifier est-ce que c'est vraiment la société, est-ce que ça colle bien, aller tout bêtement sur le who's, parce que quand il y a un site qui a été créé il y a 22 jours, bon, ça fait un petit peu jeune. Alors bien sûr, forcément, quand une société se crée, il y a un moment où le site a 22 jours, ça c'est clair. Mais la probabilité qu'on soit contacté au moment où le site a 22 jours ou est très, très jeune est quand même assez faible. Et après, il faut voir ça en cohérence avec ce qui a écrit sur le site. C'est-à-dire qu'un site qui a 22 jours d'une société qui a 17 ans, bon, forcément, ça ne va pas le faire. Voilà, c'est ces petits indices qui demeurent quand même. Il faut surtout avoir le réflexe de se dire, il n'y a aucune urgence de se dire si la personne essaie de mettre la pression d'une manière ou d'une autre, pression négative en disant attention, vous êtes là si vous êtes hacké, en pression anxiogène ou une pression positive en jouant sur le FOMO, en disant ouais mais là si vous payez pas tout de suite, demain c'est fini, hein. Ils vont faire l'annonce officielle, il y aura la release, il y aura le truc, du coup tout le monde va aller dessus, c'est maintenant qu'il faut acheter pour faire la plus-value. Donc ça, non, ça quand il y a il y a un sentiment de pression qui est mis, c'est un warning. C'est de se dire, attention, la personne essaie de m'amener quelque part, je mets tout sur pause, je temporise, je regarde clairement, j'essaie de vérifier si le discours de la personne en face est cohérent ou pas. Ouais, on garde la tête froide. C'est ça, En fait, finalement, ils essayent de reproduire la psychologie des marchés, finalement. C'est exactement. quand on est dans le bull market, que tout monte, etc., et qu'on se dise, ah, c'est bon, ça va to the moon, faut que j'achète, faut que j'achète. Ou à l'inverse, voilà, quand il y a une belle baisse et que là, tout le monde se dit, ah, c'est bon, c'est fini, j'oublie, j'abandonne, je vends tout. Ouais, en fait, ils répètent, ils essayent de répéter ces trucs-là. Ça peut se matérialiser aussi par quelque chose que tu montrais, que tu expliquais dans le reportage d'Envoyé spécial, c'est ce fameux bandeau là rouge avec un Oui, chrono qui se décompte oui. et qui vous dit vite, vite, il vous reste 1 heure pour profiter de cette superbe opportunité. C'est ça. Mais moi, j'adore ce chrono. Et il est magnifique ce chrono. Si tu veux, ce chrono, il porte une poésie en soi. C'est-à-dire qu'il te reste 1 heure. Ok, très bien. Tu reviens dans 1 heure, il te reste encore 1 heure. C'est magnifique. Il te reste toujours 1 heure, tu vois. C'est presque métaphorique ce truc. Ouais, c'est ça, c'est que en fait, si t'as ne serait-ce que, je sais pas si on peut dire de la curiosité ou en tout cas la patience de dire, bah, dans le doute, j'attends 1 heure et je vois ce qui se passe, je vois ce que devient ce bandeau. Mais Et en fait, les 1 heure, 1 heure après, ben, c'est 2 jours, quoi. ouais, c'est ça. Ouais, Ouais. non, non, mais Et- voilà, clairement. Ok, ok. Et alors, du coup, c'est quoi pour vous aujourd'hui justement les bonnes pratiques? Voilà, la boîte à outils du monsieur tout le monde qui veut investir dans les cryptos et qui s'y connaît
pas forcément. Euh, voilà, sa boîte à outils en fait pour pas faire de bêtises, pour pas se faire pour pas se faire avoir. Parce que bon après il y a les personnes plus averties. Bon là on pourra en parler aussi, mais bon c'est quand même le grand public qui est massivement Mm. touché et visé par ces arnaques et par ces escroqueries. Donc ouais voilà la boîte à outils avec les bonnes pratiques. Donc d'hygiène numérique, hein, concrètement. Là, on va parler Oui, d'hygiène numérique. Et moi, en fait, de ce que je constate, c'est que dans la très grosse majorité des cas, quand les gens perdent des fonds en crypto, alors, quand ça a été effectivement passé en crypto, voilà, on a parlé du cas où c'était pas le cas, mais où on vous fait croire que si. Mm. Mais en fait, moi, je me rends compte que la plupart du temps, c'est des erreurs d'hygiène numérique en fait qui sont commises. Il y a bien sûr des règles de sécurité spécifiques aux cryptos, voilà, propres à cet univers-là. Mais finalement, c'est une minorité de cas en fait. La plupart du temps, les arnaques ou les escroqueries vont exploiter un manque d'hygiène numérique. oui, c'est Ouais, ça. Et ouais, en fait, si tu veux, dans la vie quotidienne, quand on utilise les moyens de paiement, tout le monde a appris, même à l'époque avec les chèques, tout le monde a appris un minimum de règles de sécurité. Tu vois, avec les cartes bancaires, personne ne va avoir l'idée de mettre un petit bout de scotch coloré sur sa carte bancaire en écrivant le code. Tu vois, ça fait partie des règles de sécurité de base que tout le monde a absolument intégrées, qui n'étaient pas forcément évidentes le jour où les premières cartes bancaires sont sorties. Et bien sur la crypto, c'est pareil. Voilà, nous, on est en train de se parler, on connaît ces règles de base, mais le grand public qui débute dans la crypto ne les connaît pas forcément. Donc, se dire qu'on veut faire de la crypto, c'est avant tout faire quelque chose qui est numérique, et ça veut dire avoir des premières règles de discipline numérique, d'hygiène numérique. C'est la première étape. Si on n'a pas ça, donc parler des mots de passe, donc déjà être clean sur ces mots de passe, être clean sur ses boîtes mail, pareil, avoir des mots de passe qui tiennent un peu la route sur ses boîtes mail et autres, ça déjà, tu vois, c'est les premières règles de base. Et après, quand on est vraiment totalement néophyte sur la crypto, bah, il faut avoir l'humilité de se dire, bah, j'y connais rien sur la crypto, je vais sur un outil de néophyte. Je vais sur un truc de grand débutant qui n'est pas forcément le truc le plus performant du monde. Je vais aller vous ouvrir un compte sur quelque chose d'extrêmement mainstream, sur quelque chose de centralisé. Ok, très bien. Mais ça me permet de démarrer, de débuter, de me monter en compétence tout doucement. Et puis après, il faut s'adapter en fonction de son degré de connaissance. Et il faut avoir une stratégie pour sécuriser ses avoirs, pas forcément tout mettre dans le même panier et y aller progressivement. Et surtout anticiper le jour où on peut avoir une attaque et ou une intrusion ou quelque chose. Et de se dire, s'il m'arrive quelque chose, est-ce que je perds tout? Ou qu'est-ce que j'ai mis en place pour ne pas tout perdre s'il y a quelque chose qui m'arrive? Ouais. Voilà, donc On fait le pont, là, on fait le pont avec de l'éducation financière. oui, Parce que moi, j'ai une connaissance qui s'est fait avoir avec avec un faux mail Trust Wallet. Mais à la base, le point de départ de tout ça, c'est qu'elle a voulu rassembler ce qu'elle avait sur trois ou quatre wallets différents sur un seul. Jamais faire ça. Jamais faire ça parce que là, du coup, vous augmentez le niveau de vulnérabilité parce oui, il suffit de compromettre un wallet Mm. et en fait, bah, vous êtes à poil. c'est ça, Alors que si vous avez plusieurs wallets différents, bah, s'il y en a un de compromis, bah, pour les autres, vous êtes tranquille. Et, euh, ça, et moi, le sujet des mots de passe, je trouve il illustre bien, enfin, il y a une bonne comparaison à faire avec le côté sécurisation de ces cryptos, avec les clés Ledger par exemple, ou d'autres solutions physiques avec les phrases de sécurité de 12 ou 24 mots qu'il faut retenir ou qu'il faut noter quelque part, surtout pas sur des supports numériques, par pitié. En fait,
tout ce débat autour de ah ouais, mais c'est compliqué quand même, c'est un degré, un niveau de responsabilisation pour les gens qui est super important, etc. C'est pas comme ça qu'on va démocratiser et qu'on va faire l'adoption de masse. Certes, mais en fait, si on fait le comparatif avec les mots de passe, bah, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que, en fait, le prix du confort et de la facilité, c'est la vulnérabilité. J'ai le même mot de passe pour tous mes comptes et qui est un mot de passe qui est très simple à retenir. Certes, bah, c'est super facile. Je n'ai pas besoin d'avoir une espèce de gestion, de logistique personnelle, etc. Par contre, du coup, bah, mon mot de passe, il est super facile à péter. Et comme j'utilise le même pour tous mes comptes, bah, derrière, c'est open bar, quoi. Et donc, en fait, c'est exactement pareil pour sécuriser ces cryptos. Bah, en fait, quand on utilise les solutions les plus simples, bah, c'est aussi là qu'on se met souvent, hein, qu'on se met le plus en danger. Et donc, bah, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut et il faut accepter, il faut intégrer le fait que se sécuriser un minimum, bah, ça demande un minimum effectivement, de responsabilisation, un minimum de gestion, un minimum d'effort. Mais notre cerveau n'est pas câblé pour aimer l'effort. Voilà, Ouais, c'est surtout que tout le monde se dit toujours ça arrive aux autres, mais ça m'arrivera pas. Et jusqu'au jour où oui, ça se voilà. Le Oui, C'est le c'est déni. ça. classique aussi, c'est le classique aussi. Moi, ça m'arrivera pas. Oui, c'est ça, voilà. Moi, j'ai pris telle ou telle précaution. Mm. Voilà. Donc, ouais, non, effectivement, et moi, du coup, je dis souvent, alors, on va me dire, c'est facile, tu bosses pour une école de formation. Mais en fait, quand vous voulez investir en crypto, votre premier investissement, bah, c'est un minimum de formation. En fait, apprenez à faire les choses correctement. Apprenez un minimum de choses sur ce dans quoi vous voulez mettre de l'argent et apprenez un minimum les bonnes pratiques en fait pour faire les choses de façon saine, de façon sécurisée. Parce que c'est pas une fois qu'on a perdu, qu'on s'est fait siphonner son wallet ou qu'on s'est fait voler de l'argent dans une arnaque ou une escroquerie. Bah, en fait, c'est pas à ce moment-là qu'il faut se dire ah mince, mais si j'avais su, etc. Bah oui, c'est trop tard. C'est trop tard, mais pourtant, il y a tellement de gens qui attendent ce moment-là pour, euh, pour, Mm. euh, pour percuter et se dire, bon, Pour bah, agir, ouais. je vais peut-être essayer de faire les choses correctement, alors qu'il aurait suffi de commencer par ça. Donc, enfin, ouais, ouais, surtout qu'en fait, c'est révoltant. Enfin, moi, tous les messages que j'ai reçus ces dernières semaines via la BBS de gens qui ont perdu des fonds, qui se sont fait siphonner des wallets et qui demandent de l'aide, ou voilà, cette connaissance qui s'est fait avoir par un faux mail, c'est révoltant parce qu'en fait, à chaque fois, c'est vraiment des petits détails. Il aurait suffi de vraiment pas grand-chose en fait pour pas se faire avoir. Donc voilà, typiquement cette connaissance qui s'est fait avoir avec le faux mail Trust Wallet, on en parlait tout à l'heure un peu en off, mais Oui, au-delà de la forme du mail, ouais, déjà ça c'est un truc à regarder, à oui, non, mais analyser quand on en reçoit c'est ce un. que tu disais avant. Finalement, dans la boîte à outils, si on peut dire ça comme ça, il y a la curiosité. C'est le terme que tu as utilisé avant. Et c'est exactement ça. C'est qu'effectivement, alors, pareil, bon, les escrocs, ils vont toujours te créer ils vont te stresser, effectivement, quand c'est le faux conseiller, notamment quand c'est le faux conseiller, enfin, ou te mettre de la pression, toujours trouver un moyen de te mettre la pression. C'est de l'ingénierie sociale. Du coup, toi, tu es perturbé, tu fais pas attention, tu vas faire des choses que tu n'aurais pas faites. Et effectivement, tu te mets à recevoir ce mail de Trust Wallet et tu fais pas gaffe. Et en fait, c'est Trust Wallet-recovery ou trustwallet.eu alors que ça devrait être .com. Et déjà, ça, voilà, c'est déjà une petite chose toute basique. Tu fais un copier-coller du nom de domaine de l'adresse mail et tu verras qu'il est foireux. T'as même pas besoin d'aller faire un whiz ou quoi que ce soit. Généralement, tu le tapes juste dans ta barre d'adresse et le site n'existe pas. Donc effectivement, la curiosité, ou après, ça va être de creuser un peu, de voir le site. Tu vois des noms, ils te mettent éventuellement des fondateurs, des choses comme ça. Bah, tu vas taper leur nom, tu vas aller voir éventuellement sur LinkedIn, ou tu fais une recherche inversée de la photo sur Google, et tu vas voir qu'en fait, ils ont piqué la photo d'un profil LinkedIn ou autre. Et que la photo elle est utilisée sur 10 sites différents. Donc voilà,
éventuellement, peut-être pas que quelques minutes. Si tu veux vraiment le faire, ta due diligence proprement, ça te prendra peut-être une demi-heure, une heure, mais ça peut te faire économiser un peu d'argent, ouais. Enfin, éviter d'en perdre. Ouais, c'est ça. Et puis au-delà de la forme du mail, là, dans ce cas-ci, il y avait aussi le fait que, en fait, dans le mail, on lui envoyait sa phrase de Oui, ouais. récupération. Et donc, Mhm. ça, c'est pareil, c'est révoltant parce que tu te dis, cette personne-là aurait pris un minimum de temps Mm. pour se former un petit peu, pour apprendre un petit peu. Ben, en fait, elle aurait su que jamais, jamais, jamais on ne reçoit une phrase de récupération par mail ou par tout Non, autre support numérique. non, non, Donc, c'est pas comme les sites classiques où j'ai oublié mon mot de passe et on va te l'envoyer, ouais. c'est ça, Ouais. c'est ça. Mais même quand on se crée le wallet, Oui. on a un disclaimer qui nous dit attention, la prochaine étape, on va vous afficher votre phrase de récupération à l'écran. Mm. Vous la notez. On vous invite à ne pas la noter sur un support numérique, utiliser du papier. Et une fois que vous passerez à l'étape d'après, bah, c'est fini. On ne vous réaffichera plus la phrase. Parce que voilà, c'est mesure de sécurité, c'est comme ça que ça se passe. Et bon, bah voilà, là, il y a pas besoin d'avoir fait une grosse formation ou d'être un expert du sujet pour apprendre ça. Et donc, du coup, pour savoir que à aucun moment je ne suis censé recevoir ma phrase de récupération par mail. Parce que si quelqu'un me l'envoie par mail, c'est qu'il y a un problème. Parce que l'Internet, c'est le monde de la copie. La personne qui m'a envoyé le mail, elle l'a aussi. Mhm. Donc ça, voilà, c'est l'unicité numérique, ça existe, mais pas partout. Donc ouais, ça, c'est révoltant, en fait, parce que dans tous ces cas-là, on se dit, punaise, mais... en fait, ça s'est joué à pas grand-chose, quoi. Il suffisait de tellement peu pour pas se faire, pour pas se faire avoir. C'est quand même dommage, quoi. J'avais une autre question aussi. Dans quelle proportion des cas que vous avez sur la partie crypto, enfin, quelle proportion de cas sont résolus? C'est-à-dire, effectivement, on arrive à retracer les fonds et la victime va réussir à obtenir quelque chose. Voilà, est-ce que c'est la majorité des cas? Est-ce que vous avez des cas où vous heurtez à des usages d'outils ou de méthodes qui font que bah, là, pour le coup, on peut pas retracer les fonds, en tout cas pas jusqu'au bout. Et donc, on peut pas aller récupérer quelque chose ou en tout cas lancer une action en justice derrière. Alors, tu poses énormément de questions d'un coup qui sont super intéressantes. Donc, je vais y répondre étape par étape. Alors, tracer globalement, dans quasiment tous les cas d'arnaque ou d'escroquerie, on arrive à tracer. Il y a quelques dossiers un peu sophistiqués dans lesquels tu vas avoir des mixeurs, des techniques un petit peu alternatives d'opacification des transactions qui sont extrêmement compliquées pour le coup à traverser et analyser. Mais cela dit, on va revenir à ce qu'on disait tout à l'heure en disant que c'est avant tout un schéma économique et c'est une rentabilité. C'est-à-dire péter un mot de passe facile, c'est beaucoup plus rentable que de péter un mot de passe qui prend 164 ans. Ben là, c'est pareil. Utiliser un mixeur, c'est un coût économique important. Donc en fait, les escrocs, ils vont aller au plus simple. Ils vont pas vraiment s'embêter. La dernière analyse qu'on a fait qui remonte à quelques heures, ben, il y a 4 étapes avant d'avoir une sortie sur un exchange. Donc et le délai de transit, il a été de quelques jours. Donc, on n'est pas dans le cliché où ça va être dans la blockchain, ça va tourner pendant des mois, des années, ça va. Non, les gens, et en plus, ils retirent l'argent. Ils le récupèrent. Ils ont besoin de cash. Dans leur vraie vie au quotidien, ils vont pas manger les bitcoins, tu vois. Par contre, ils vont prendre des euros, des dollars, n'importe quoi pour aller manger. Donc, en fait, la crypto, ils vont très vite la transformer en autre chose pour la blanchir et la récupérer. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, globalement, en termes d'analyse, bah, on- il y a très très peu de dossiers dans lesquels on s'est retrouvé en situation d'échec en disant ouais, bah non, là on est désolé, ça marche pas. C'est arrivé dans quelques cas quand en face les escrocs utilisent des solutions algorithmiques pour faire tourner l'argent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire et comment ça marche? J'ai un cas très précis en tête. Les escrocs, ils ont volé 15 000 euros.
Je sais pas quoi, ça devait être l'USDT, il me semblait à l'époque. Bon, en soi, c'est pas 15 000 euros, voilà, c'est pas 1 million, quoi. Ils l'ont pris, il s'est passé de wallet en wallet et ils ont fait tourner ça. Quand je regarde le cumul, j'ai vu que le cumul des wallets, c'était quelque chose dans le genre 64 millions de dollars. Ah, je me dis, waouh, ils ont volé pas mal d'argent, mais en fait, non, c'est les mêmes 15 000 euros qui ont tourné 4 000 fois. Et en fait, D'accord. quand tu prends tes mêmes 15 000 euros, tu les fais tourner 4 000 fois, que tu payes 4 000 fois des frais de transaction, bah, tes 15 000 euros, ça fait plus vraiment 15 000 euros. Alors effectivement, derrière, c'est toujours tout bénéfice pour l'escroc, mais pour la victime, on lui dit, bah, on est désolé sur vos 15 000 euros, bah, c'est parti, il y a 7, 8, 9 000 euros de frais de transaction et il y a 4 ou 5 000 euros qui ont réellement été retirés. Donc ça, c'est une situation qui peut être assez déceptive pour la victime. Alors bon, quand c'est 15 000 euros, ça va encore, mais on a eu un cas où c'était plusieurs centaines de milliers d'euros et il y a eu quelques centaines de milliers d'euros qui se sont évaporés comme ça en frais de transaction. Mais ça, je dirais, on est presque sur un peu une espèce d'incompétence des escrocs où le type, il met en place son robot algo qui va transiter entre 2000 ou 3000 comptes qu'il a préparés à l'avance. Il le laisse, il l'oublie pendant une semaine, il revient, ça a fondu le capital, quoi, tu vois. Ça, quelque part, c'est aussi une perte, un manque à gagner du côté de l'escroc. Après, en termes de récupération d'argent derrière, on est sur quelque chose d'extrêmement nouveau, contrairement aux bancaires, contrairement aux cartes bancaires, aux paiements par virement et autres. Donc nous, à notre niveau, on a eu que très peu de récupération 4 à 5, mais qui ont fonctionné, qui sont réels. Et les autres, c'est en attente, c'est en procédure. Les procédures, tu as deux types de procédures. Je dirais que tu as la team pénale, tu as la team civile. Et en général, les avocats qui font l'un sont convaincus que leur procédure va être la bonne et Et également ceux qui inversement, font. Et ouais. inversement, voilà. Donc là, on est dans une. Alors nous, on est assez agnostique sur le sujet. On collabore avec les deux. Dans notre réseau, on a une quarantaine cabinets d'avocats avec lesquels on travaille. Bah, voilà, ceux qui préfèrent le pénal font du pénal, ceux qui préfèrent du civil font du civil. Et puis, que le meilleur gagne, ce sera que profitable aux victimes. Et donc, en ce moment, on a beaucoup de news qui sont tombées dans les tribunaux où, en fait, on voit les deux pistes qui avancent. On a eu une jurisprudence tribunal de Lyon qui est tombée il y a quelques semaines, qui ordonne au PSAN, donc Exchange, donc là t'imagines bien celui qui a reçu de l'argent et qui a blanchi l'argent de l'escroc, de communiquer les KYC et de faire une suspension temporaire des comptes. Alors ça paraît pas grand-chose, mais en termes juridiques, bah, c'est une belle avancée. Parce que derrière, ça veut dire que là, on est vraiment sur la voie qui va aboutir à quelque chose. Tu vois, le problème sur la récupération comme ça, c'est que bah, la crypto, c'est nouveau, il faut construire la route. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas où elle va passer cette route. Donc, du coup, on y va et puis bah, on y va, quoi. Et donc ça c'est déjà bien. Et sur la team civile, ça, c'est un cour d'appel de Versailles. C'est quelque chose d'un petit peu plus récent. C'était sur une affaire de Ponzi avec des paiements en crypto. Donc, du coup, le Ponzi, en fait, c'est un mec, un escroc principal qui a des lieutenants. Ils encaissent de l'argent, ils vendent des trucs et les personnes qui rentrent là-dedans doivent trouver des filleuls qui vont réinvestir et chacun prend un petit pourcentage. Finalement, le commanditaire, lui, il est en positif, il gagne plein. Les lieutenants en dessous, ils sont encore en positif et en dessous, tout le monde est en négatif et tout le monde a besoin d'enrôler encore plus de victimes pour faire fonctionner le machin. Donc, là-dedans, la Cour d'appel de Versailles a validé une saisie conservatoire et a dit qu'il était possible de demander réparation devant le juge civil. Ça veut dire qu'en fait, on a un jugement qui dit la voie civile est possible. Alors, donc tu vois, on est quand même loin de toutes les victimes qui récupèrent de l'argent, mais d'un point de vue des procédures, c'est déjà énorme. Ça veut dire qu'on a un jugement qui dit le civil est possible. Alors, possible, mais derrière, tu dois te taper toutes les difficultés juridiques pour construire le truc. Et d'un point de vue pénal, bah, c'est pareil, puisqu'on a déjà une décision où l'exchange a l'obligation de fournir les informations sur ses clients. Il peut pas dire non, j'ai pas envie. Tu vois. Donc ça Ouais, aussi, donc, ça aussi c'est bien, ça participe de l'identification derrière pour pouvoir le mettre en cause et le condamner. Et voilà. Donc aujourd'hui, 2025, on voit qu'il y a un début de maturité de la justice française.
Et ça, oui, parce que là, on parle de la justice française, on ne parle pas de la justice américaine et autres, qui peut prendre parfois des tournures un peu différentes, tu vois. Par exemple, sur la DeFi, la justice américaine a tendance à rendre responsables les devs. Les Oui, devs, t'as codé un truc, ouais, et on a eu l'occasion de le voir avec Samurai Wallet, avec Tornado Cash, voilà. etc. Et ben là, la justice française prend la position inverse. Donc, ce qui, tu vois, et ça, c'est tribunal de Créteil, c'est assez récent, rejet des demandes des investisseurs sur un protocole DeFi en disant, mais attention, les devs qui ont fait ça, tant qu'on n'a pas de lien organisationnel et tant qu'on n'a pas de comportement fautif du dev, il ne peut pas être mis en cause. Donc là, on a vraiment le contre-pied de la justice US sur ce genre de choses. Donc, bah, du Ouais, coup, c'est donc bien. Ça, on voit une maturité. Et tout à l'heure, tu parlais en plus, tu vois, je rebondis un peu, j'extrapole. Tu disais la crypto nid d'escroc. Ben en fait, moi, c'est tout l'inverse. Le fait que la crypto soit utilisée dans les escroqueries quelque part, ben, je trouve que c'est bien parce que ça veut dire que la crypto maintenant, elle est mature parce que ça devient un outil comme tous les autres outils, comme l'euro, comme le dollar, comme la CB, comme n'importe quoi. Donc maintenant, ça devient un truc mainstream. Alors certes pour des escroqueries, mais au même titre que les autres, quoi. ouais, non, mais c'est des indicateurs d'adoption, de même que la maturité de la justice là que tu soulignais, c'est que c'est pareil, c'est un indicateur d'adoption, ça rentre de plus en plus dans les mœurs. Et bon, à un moment donné, tout criminel qu'ils sont, on peut pas reprocher aux criminels d'utiliser des trucs qui marchent à un moment donné. C'est ça, Voilà, donc c'est ça. ils utilisent toutes les innovations technologiques qui sont de vraies révolutions, ils vont les utiliser. Ils vont les utiliser eux aussi. Et c'est voilà, encore une fois, il faut faire la différence entre l'outil et l'usage qui en est fait, hein. C'est voilà, le port de l'arme blanche est interdit, mais vous avez le droit de couper votre steak avec votre couteau chez vous, quoi. Oui, non, je suis tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec ça. Euh, peut-être qu'on pourrait finir sur oui. Qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que vous avez vu, c'est quoi le cas que vous avez eu qui était vraiment le plus sophistiqué? Voilà, le truc le plus. Alors, je sais pas si c'était complexe, mais en tout cas, voilà, le truc vraiment le plus sophistiqué, le plus élaboré en termes d'arnaque ou d'escroquerie en lien avec les cryptos. Voilà. Alors, que ce soit que ça vise du grand public ou un public plus averti sur les cryptos. Mais voilà, un cas comme ça qui vous a marqué parce que c'était vraiment voilà, plus élaboré que le reste. Alors, il y a un cas effectivement qui pour moi était un cas assez intéressant parce que c'est un cas hybride. C'est-à-dire qu'on part d'une escroquerie avec un faux site, faux investissant avec usurpation d'identité, usurpation de blockchain.com en l'occurrence. Donc, on part de ça, un truc classique. Derrière, le réseau d'escrocs va recruter des apporteurs d'affaires qui vont eux-mêmes monter des mini Ponzi à leur échelle. Donc, en fait, on se retrouve avec un schéma imbriqué où en fait, quand on creuse, quand un des mini Ponzi, une des branches tombe, en fait, on se retrouve bloqué parce qu'on découvre qu'il y a une autre organisation, qu'il y a une autre structure au-dessus, mais que l'on ne connaît pas, que l'on ne voit pas. Alors ça c'est un des schémas que j'ai trouvé assez astucieux. Après, on a les schémas, on va dire, bah, les gros Ponzi. Les gros Ponzi, style OneCoin, Validus, Omega Pro et autres, là qui sont vraiment des affaires hors normes en termes de nombre de victimes, parce que c'est colossal, c'est mondial, ça touche tous les continents dans des proportions monstrueuses, avec des paiements en partie crypto, pas que de la crypto et autres. Et aussi le cas le plus barré que j'ai vu, c'était l'arnaque aux faux investissements au carré, à la fausse récupération au carré. C'est-à-dire que tu as l'arnaque aux faux investissements, comme dit Yann, on arrive à la troisième étape qui est le faux récupérateur. Et derrière, tu as le faux récupérateur du faux récupérateur qui arrive. Bonjour monsieur, nous sommes la police des polices de la blockchain. Tu vois.
plus fort que la police des polices de la blockchain. Voilà. Et voilà. Bon, là, Ouais, du coup, la victime s'est pas fait avoir. C'était un peu gros quand même parce que bon, ouais, 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 ouais. Ouais, là, ils sont à deux doigts d'avoir le masque et la cape, quoi, les gars. ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais c'est le cas le plus barré, je pense. Je sais pas si Yann, t'as autre chose en tête, mais Non, non, mais effectivement, j'y pensais plus, mais le coup de la police, des polices de la blockchain, c'était assez ah, énorme. il m'a marqué celui-là. Ah, ok, Ça, ouais. ouais, Ah, d'accord. ouais. Mais moi, je pensais que c'était une image. Mais non, ils se sont Ah non, présentés non. Ah texto non, comme non, ils ça. se présentaient réellement comme la police des polices de la Ah, blockchain. Ouais, ouais, c'est génial. C'est ouais, génial. ouais. Et alors, Franchement, C'est ouais. génial, mais ça n'a pas été rentable, hein. Ok, bon, bah écoute, enfin voilà, tant mieux pour, enfin oui, tant mieux pour la société, on va dire, qu'il ne l'ait pas été. Mais bon, Ouais. ok, ouais, mais ouais, ouais, écoute, non, c'était pas une métaphore, c'était réellement la ah police ouais, des ouais, polices de la d'accord. Ah ouais, blockchain ouais. Ah, qui ça venait mérite un en Oscar quand même, sauveur. là. Qui Oui. venait en sauveur. Alors après, je sais plus si dans ce cas-là c'était ça, mais c'est comme je disais avant, où tu as quelqu'un qui va te contacter et dire, il y a un wallet enfin, il y a sur la blockchain, il y a un wallet à votre nom. Et on vous a retrouvé comme par Oui, ouais, magie, voilà. quoi. Enfin, Oui, voilà. bah voilà. Encore, encore un cas, enfin ça c'est ce que je disais tout à l'heure, là, les cas qui sont révoltants où tu te dis, punaise, mais avec un minimum Ouais, de voilà. formation et Ça, d'apprentissage, voilà, bah, tu sais que non, en fait, ton wallet sur la blockchain, il n'est pas à ton nom. Non, ça fonctionne pas comme ça. c'est du basique, ça, ouais. C'est du basique, ouais. Ok, ça marche. Bah écoutez, merci, merci beaucoup, hein. Merci à toi. On arrive au bout de ce live. C'était super, super intéressant. Voilà, j'espère que ça apportera à toutes les personnes qui vont pouvoir visionner ça. C'est tellement, voilà, c'est tellement important. C'est voilà, encore plus dans le monde de la crypto où c'est voilà, où c'est tout numérique. C'est tellement important de faire attention à tout un tas de choses. Donc bah, merci, merci beaucoup. Donc bah, évidemment, s'il y a des gens qui avaient besoin de vos services, bah, voilà, on va les inciter à vous contacter, hein, Broker Defense. Ouais, faites attention à l'URL, assurez-vous d'être sur le Oui, bon site, oui. voilà, Oh oui. et de Oh bien oui, avoir parce que affaire. malheureusement, les usurpations, on connaît aussi, voilà. Ouais. Et ouais, Ça voilà, arrive assurez-vous aussi d'avoir bien sur... affaire à Marc, Yann Voilà, et leurs équipes et pas, et pas à c'est quelqu'un d'autre. clair. Donc, vous êtes basé où en France? Si vous êtes en France d'ailleurs? On est à Tours. Donc là, je À suis Tours. dans le bureau de Tours. Ok. On est à Tours et on a également une antenne à Sofia en Bulgarie, puisque c'était l'implantation historique de la société à Sofia et Tours, on s'est installé en 2022. D'accord, ok, ça marche. Eh ben, écoutez, merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler de tout ça. Et puis bah, au plaisir de vous recevoir voilà, une prochaine fois voilà, pour reparler Pour la mise à jour, la mise à de- jour. voilà, pour la mise à jour effectivement de tous ces sujets de sécurité. Mm. Bah, merci, ravi d'avoir été là ce soir, et puis bah, à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup, bonne soirée, à bientôt, ciao.